tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti ! Première partie, la chronique de lecture. Alors, pour mon bilan du mois de mars de mon challenge du livre mystère, je préfère vous prévenir que nous allons avoir un épisode un peu plus long que les précédents, car ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup lu. Et je tenais à vous partager chacune de mes lectures de la meilleure façon qui soit, alors ne m'en veuillez pas trop, installez-vous bien dans votre fauteuil, une tasse de cappuccino à la main, ou de thé, d'infusion, de chocolat au lait, tout type de boissons chaudes sont acceptées. Nous allons en avoir pour un petit moment. Sur le mois de mars, j'ai lu 7 livres, et c'est sans compter les 2 BD dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 9, et non le tome 2 comme indiqué dans l'épisode précédent, de la série des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la justice de Julia Chapman. Pour ne pas vous spoiler la série, je vais vous faire le résumé du tome 1 et vous encourager à lire cette série de Cozy Mystery à l'anglaise, qui est vraiment un petit bijou pour moi. Si j'en suis au tome 9, c'est que vraiment j'y ai trouvé tout ce que j'appréciais dans la lecture des Cozy Mystery, donc n'hésitez surtout pas. Je vais vous faire le résumé du tome 1. Pour ne pas vous spoiler sur le tome 9, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment pour vous donner envie de découvrir la série. Alors, le résumé du tome 1, le voici. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe dans le Yorkshire pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. Pour la petite histoire, Samson a vécu toute son enfance à Bruncliffe et à cause d'un problème personnel, il est parti du jour au lendemain, abandonnant son père et tous ses amis. Et cela fait bien une quinzaine d'années qu'il n'est pas revenu. Je vous laisse donc imaginer l'accueil qu'on va lui faire. De son côté, Delilah Metcalf, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux, et quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson, et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. ARV, ou Agence de recherche des vallons, versus Agence de rencontre des vallons. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Alors, mon avis sur cette série des détectives du Yorkshire, c'est que je l'adore. Sa galerie de personnages, encore plus. Ils sont tous plus attachants ou rebutants les uns que les autres. Il faut bien qu'il y ait des petits méchants dans les histoires, sinon il n'y aurait pas de Cozy Mystery. Chaque tome est un Cozy Mystery bien mené où tout Bruncliffe, au final, participe à la résolution des meurtres, ce qui est typique des Cozy Mystery anglais. On y découvre une ambiance à l'anglaise, savoureuse et aussi forte que son thé. La relation, le duo Samson-Delilah, est rondement menée, chacun apportant à l'autre des compétences, mais pas que. Sur ce tome 9, je me suis régalée à tous les retrouver et j'ai même versé ma petite larme à la fin. C'était tellement émouvant et touchant de les voir vivre cette nouvelle enquête. Cependant, même si la fin est assez prévisible, c'est toujours un vrai bonheur de lire leurs aventures. Et j'espère qu'il y aura encore plein de tomes à venir, car là, nous avons une fin qui pourrait très bien arrêter la série ici, ou nous laisser imaginer l'avenir que pourrait avoir chacun des personnages. Mais en même temps, moi, perso, je préférais que ça continue parce que j'aime vraiment Samson et Delilah. Ils forment un duo de choc et tous les personnages qui les entourent sont vraiment, vraiment tous plus intéressants que les autres. Et du coup, ce serait vraiment dommage que ça s'arrête maintenant. Pour résumer encore un petit peu plus, je peux vous dire que dans chaque tome, il y a une intrigue meurtrière. Et comme dans toute série, il y a un fil rouge qui relie tous les tomes entre eux. Et là, à la fin de ce tome 9, on finalise une intrigue fil rouge qui a eu lieu sur les précédents tomes, et c'est pour ça que je me posais la question de savoir si la série s'arrêtait ici ou si elle allait continuer. Passons au livre suivant. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de mars, c'est le tome 1 de la série Les Outrepasseurs,
Le titre du tome, c'est Les Héritiers. L'auteur, c'est Cindy Van Wilder. Alors, en résumé, Peter, un ado sans histoire, échappe de justesse à une attaque et découvre que celle-ci le visait personnellement. Emmené à Lion House, la résidence d'un mystérieux noble, ou noble, comme vous voulez, c'est un drôle de prénom dans tous les cas, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Alors, mon avis... Lors d'un salon du livre de Paris il y a quelques années, ce livre m'avait fait de l'œil, mais je ne l'avais pas acheté. J'avais déjà beaucoup trop dépensé et là, ça aurait été trop. Mais quand je l'ai vu à 1 € en occasion dans la fameuse boutique Book Off dont je vous avais parlé lors du premier épisode, je me suis dit, bon bah ok, 1 €, vas-y, on va essayer. Malheureusement, je n'ai pas réussi à entrer dans l'histoire. Autant la partie sur Peter et l'attaque contre lui m'a intriguée sur l'origine de celle-ci, autant toute la partie qui explique l'histoire de ses ancêtres, je n'ai pas pu. Je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, ni à leur histoire, et je trouve cela bien dommage. C'était bien parti, mais ce type de récit, je crois que c'est vraiment pas fait pour moi. Au départ, je m'étais intéressée à la série, à ce livre en tout cas, ça me faisait penser à Grimm. Je ne sais pas si vous connaissez cette série télé de Grimm, que j'avais vraiment beaucoup appréciée quand elle était sortie. Et j'étais ravie de pouvoir lire une histoire qui pourrait y ressembler, d'une façon ou d'une autre. Mais la façon dont la mythologie est amenée dans ce livre-là, des Outrepasseurs, en fait, ça me correspond pas. Je crois que j'aurais préféré connaître cette histoire au fur et à mesure. La mythologie, j'entends par là, j'aurais préféré en fait suivre l'histoire de Peter en ayant quelques bribes par-ci par-là de la mythologie de son monde, pas voir tout d'un coup comme ça. Mais bon, c'était peut-être l'objectif du tome 1. Donc, je crois que j'aurais préféré connaître cette histoire au fur et à mesure, en suivant vraiment les aventures de Peter face à son nouveau monde, plutôt que ce retour complet sur leurs origines dans un tome entier. J'ai trouvé ça vraiment dommage, car peut-être que la suite de la série est sympa, mais j'ai pas envie de la lire. Du tout. Donc bon, ceci n'est que mon avis, peut-être que vous y trouverez un intérêt supérieur au mien. Je vous le souhaite. Tous les livres ont une chance d'être lus un jour, donc n'hésitez pas à tenter le coup et à avoir votre propre opinion sur le livre. Le 3e livre que j'ai lu au mois de mars, c'est le tome 13 de la série Agatha Raisin. Ce tome s'appelle Chantage au presbytère et l'autrice, c'est MC Beaton. Le résumé. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous spoiler ce tome 13, mais je vais vous faire un résumé du tome 1. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, j'espère que je prononce bien, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Pendant le tome 13 que j'ai lu, on vit une de ses nouvelles aventures et on la découvre séduite par un jeune vicaire. Alors, un vicaire, c'est celui qui exerce en second les fonctions attachées à un office ecclésiastique. Je ne sais pas si ça vous aide à visualiser le personnage, mais on va reprendre. Donc, Agatha Raisin est séduite par un jeune vicaire, très beau et très sexy, qui fait l'objet d'une bombe au village. Les femmes se bousculent à l'église. Quant à notre Agatha, elle retrouve aussitôt la foi. Mais voilà que le corps sans vie du vicaire est découvert dans le bureau de l'église. De nombreuses questions sont soulevées. Qui a pu commettre ce geste sacrilège ? Le clergyman était-il trop beau pour être honnête ? C'est ce que découvrira peut-être Agatha, qui, sans le savoir, vient d'ouvrir une véritable boîte de Pandore. Alors j'ai passé un très bon moment, comme toujours avec le personnage d'Agatha Raisin qui est haut en couleur, et dans ce petit village anglais qui n'est vraiment pas aussi paisible qu'il n'y paraît. Les meurtres s'accumulent les uns derrière les autres, et Agatha, toujours aussi curieuse malgré le danger, fouine partout pour trouver la vérité.
on en découvre un petit peu plus aussi sur sa personnalité et on s'attache encore plus à elle, même si elle a vraiment une personnalité des fois un petit peu compliquée. Elle est quand même, somme toute, vraiment attachante. On aimerait que la vie lui sourie, mais là, dans ce tome, c'est peut-être pas le bon moment. Et forcément, ça nous donne envie de lire la suite. Donc, je vous laisse voir et découvrir par vous-même cette petite série délicieuse qui est Agatha Raisin. Il existe aussi une série télé où j'ai passé un très bon moment à regarder les épisodes au milieu des enquêtes et des morts qui s'enchaînent. Ouh, des enquêtes et des morts qui s'enchaînent. Est-ce que ça fait de moi une personne étrange ? Probablement. Mais ce que j'adore, ce ne sont pas les cadavres, bien entendu, mais les enquêtes, les énigmes, les indices et surtout la psychologie des personnages. Et avec Agatha Raisin, je suis totalement servie. Alors si comme moi, les Cozy Mystery vous passionnent, n'hésitez plus à lire cette série. 33 tomes à ce jour, franchement, il y a de quoi faire. Le 4e livre que j'ai lu, c'est le livre 1 de la série Witch Cross, la clé des origines, de Liv Bonelli. À savoir que Liv Bonelli est une de mes camarades de promo avec qui j'ai beaucoup discuté sur les polars et j'étais vraiment impatiente de pouvoir lire son roman sur les sorcières. Donc, je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps et je vous donne le résumé. Et si en chaque femme se cachait une sorcière ? Un mystérieux livre ancien offre à Livia, étudiante, le don d'entrer en contact avec les défunts. Parmi eux, Philippe, un spectre tout droit sorti du Moyen-Âge, la tourmente jour et nuit. Piégée entre secrets de famille et visions fantomatiques, elle ignore qu'elle vient de réveiller un terrible secret. La prophétie est en marche. Livia sera-t-elle capable de contrer la malédiction pour trouver celui qui lui est destiné ? Alors, mon avis, entre le livre mystérieux et le côté médium de l'héroïne, j'avais trop envie de découvrir cette histoire, d'autant plus que, comme je vous le disais, elle a été écrite par une de mes camarades de promo, Licard. C'est une formation dont je vous parlerai très bientôt, alors restez connectés. Comme elle est autrice indépendante, j'étais encore plus tentée de découvrir sa plume. Et je n'ai pas été déçue. Les personnages sont intéressants, le mystère autour du gros secret familial nous attire vers la vérité, car oui, on veut savoir. L'autrice sait très bien manier le suspense et l'intrigue est intéressante. Elle nous permet de découvrir un personnage historique qui a vraiment existé et des lieux français réels. Entre rêverie et remontée dans le passé, on profite pleinement de l'expérience de l'autrice en tant que thérapeute en médecine douce et hypnose et on plonge dans nos vies antérieures. Bon, j'arrête de vous spoiler. Courez acheter ce premier tome si vous voulez en savoir plus. Le 5e livre que j'ai lu, c'est Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud et les illustrations ont été faites par Sanoé. Le résumé : dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald de Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Mon avis, alors là, on est sur un petit bonbon sucré au goût du souvenir que j'ai lu en 2 étapes de 150 pages en 2 jours. Les personnages ont beau être des animaux, j'ai été happée par leurs aventures et les illustrations de Sanoé ont un charme poétique qui nous permet d'être avec Monsieur Taupe et Maître Renard. Je tiens quand même à vous préciser que c'est un livre de littérature jeunesse qui peut être autant lu par les adultes que par les enfants. Moi, je sais que j'ai adoré le lire et je me dis que c'est une histoire que j'aimerais vraiment lire à mes petits-enfants un jour, ça c'est certain. On parle de sujets difficiles comme la maladie de l'oubli-tout ou autrement dit la maladie d'Alzheimer et les véritables angoisses qui peuvent s'incruster subrepticement dans l'esprit d'une personne qui perd la mémoire. Tout y est bien illustré visuellement et émotionnellement.
On découvre l'histoire de Monsieur Taupe et c'est tellement agréable de le suivre dans les méandres de ses souvenirs que chaque lieu visité lui inspire que je ne peux que vous conseiller ce livre et les bons moments que vous pourrez passer avec eux. Je rajouterai que j'ai beaucoup apprécié leurs gros mots. Ils étaient tous en rapport avec les personnages rencontrés ou les lieux où ils se rendaient. Ils sont tellement jolis que je pense que je vais les utiliser. Triple tasse que c'est une bonne idée. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Alors, foncez le lire. Le 6e livre que j'ai lu, je vous ai dit que j'avais lu beaucoup de livres, et on n'a pas encore fini, mais tout va bien se passer. Restez bien tranquille dans votre fauteuil. Une petite gorgée pour vous rafraîchir et vous réhydrater, et on repart sur ce 6e livre. C'est le tome 1 de la série Vampiria, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Le résumé. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre. Rassemblant la France et ses royaumes vassaux, un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Alors, pour mon avis, comment dire ? Je n'ai pas réussi à apprécier cette histoire dans toute sa splendeur. J'ai vu de nombreux avis positifs sur ce roman, et cela m'avait donné envie de découvrir l'univers de Victor Dixon. On partait bien, avec ce monde figé et dirigé par une élite vampire. Depuis les livres écrits par Anne Rice et Bram Stoker, j'avais développé un goût très prononcé pour les vampires, Team Vampire Forever. Entre livres et séries télé, j'ai une petite culture sur eux qui s'est bien étoffée avec le temps, et là je pensais que ça serait sympa de retrouver ce monde vampirique, mais en fait non, je n'ai pas adoré à l'univers. Mais reprenons. Nous avons donc ici une jeune femme du peuple qui cherche à se venger de la perte qu'elle a subie. Jeanne est tellement aveuglée par sa vengeance qu'elle est prête à tout pour y parvenir, quitte à blesser les personnes qui l'entourent. J'ai eu du mal avec cette jeune femme, je n'ai pas réussi à m'attacher à elle, pourtant ça partait bien. Elle passe de nombreuses épreuves pour gagner une sorte de concours qui lui permettrait de s'approcher au plus près de l'objet de son obsession, qui est sa vengeance finale. Bien sûr qu'on veut qu'elle réussisse, mais peut-être pas à ce prix-là. Pour moi, le plus beau personnage de cette histoire, c'est le personnage de Naoko Takagari, qui est une jeune japonaise avec qui Jeanne se lie d'amitié. Et je la trouve bien plus intéressante et je pense qu'elle mériterait d'avoir sa propre histoire. Mais pour en revenir au récit dans son ensemble, ce désamour de ma part est-il encore dû à l'utilisation d'un personnage historique dont on a inventé une autre vie ? Est-ce ce conflit entre réalité et fiction qui m'a empêché d'apprécier ce roman ? Je ne sais pas. Je ne remets pas en cause la plume de l'auteur, bien au contraire, elle se lit très bien, mais je crois que je ne suis pas faite pour les uchronies. Je vous donne une définition pour ceux qui ne savent pas ce que sont les uchronies. Ce sont des récits d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Donc moi, c'est pas mon truc. Vous l'aviez vu dans l'épisode 1 avec La mort par le tout bas, c'était pareil, on partait de l'époque de François Ier, on inventait une histoire, un polar dans cette époque-là. Moi, j'y suis pas arrivée. Là, Louis XIV transformé en vampire, j'ai pas adhéré non plus. Mais par contre, si pour vous, les uchronies vous plaisent, alors n'hésitez pas à vous plonger dans cette histoire. Je suis sûre que vous y trouverez ce que vous cherchez. Le 7e et dernier livre de ce mois de mars, c'est le livre La Bresse Brigade, le tome 1, Bienvenue chez les Corrigans, de Momalo. En résumé, l'alliance délicieuse de 3 femmes au caractère bien trempé, résolues à élucider le mystère d'un meurtre au cœur de Saint-Malo. Bienvenue au manoir des Corrigans, maison d'hôtes chaleureuse, entretenue par 3 générations de femmes hautes en couleur. Maggie Corrigan, facétieuse quasi septuagénaire,
Louise Corrigan, sa fille, institutrice de métier et mère de la jeune Enora Corrigan, aux allures d'elfe rebelle, à en croire sa grand-mère. C'est ensemble qu'elles vont ressusciter la Braise Brigade, une équipe d'enquêtrices hors du commun, autrefois formée pour résoudre un mystère familial. Dans la maison d'hôte des ennemis de toujours, le repère des corsaires, une jeune fille découvre avec effroi le corps sans vie de Paul le Stoïque, joueur de cornemuse virtuose du Briac Braise Bagad. Les circonstances de sa mort écartent la possibilité d'un suicide. Qui a pu assassiner cet homme ? La police enquête, mais la Braise Brigade est elle aussi sur le coup. Mon avis, sur un rythme haletant genre 24 heures chrono, c'est la même référence que la série télé. On suit une enquête trépidante et pleine de rebondissements, indice après indice, suspect après suspect, heure après heure, jour après jour. L'intrigue et le suspense sont bien menés. On suit avec plaisir ce cosy mystery breton. Et pour me plaire encore plus, cela se passe dans la ville où je suis née, ma belle Saint-Malo. Ce qui a d'ailleurs été l'objet d'un échange avec l'auteur que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Salon du Polar de Nemours et de ma dédicace toute personnelle à mon attachement à ma ville de naissance. Que demander de plus pour passer un beau moment de lecture que des personnages bien dessinés, un meurtre et une enquête. Si vous êtes fan de cosy, alors c'est l'heure d'aller enquêter avec ces 3 femmes fortes, limite badass, chacune avec une personnalité intéressante et un passé mystérieux qui les a poussées à créer la Braise Brigade après la disparition du mari de l'une, père de l'autre et grand-père de la dernière. On sent que cette famille est portée par la vérité, découverte par tous les moyens possibles et soudée par la disparition de cet homme central de leur vie, une vingtaine d'années plus tôt. Le mystère restant encore entier sur cette disparition lors de ce premier tome, je n'ai qu'une envie, découvrir la suite et peut-être enfin savoir ce qui est arrivé à cet homme. Et voilà pour mes lectures du mois de mars. Nous allons donc pouvoir passer maintenant à la partie chronique d'écriture. Donc, alors, ma partie chronique écriture. Pour continuer sur mon retour d'expérience sur l'écriture, nous en étions restés la dernière fois au moment du Covid, où j'avais eu le temps de chercher sur Internet de quoi m'aider à avancer et me former, entre les podcasts que j'écoutais et les newsletters que je lisais à l'époque, notamment celles d'Astrid Sterrin, Cécile Duquesne et Lucie Castel par rapport à l'ICAR, et j'ai eu accès à une bibliographie pour les jeunes auteurs. Et j'ai commencé à lire quelques livres. Pour le moment, aujourd'hui en tout cas, je vais vous parler de mes 2 premières références, celles qui nous ont été largement conseillées par ces auteurs et ces personnes dans les newsletters. Donc, voici le premier livre que j'ai lu, qui est L'anatomie des scénarios de John Truby, édité aux éditions Michel Lafon. C'est un gros pavé qui aborde une dizaine de thèmes pour nous expliquer comment écrire une histoire dynamique et organique. L'auteur se base sur les scénarios de films qui ont très bien fonctionné et il nous détaille pourquoi ils ont eu autant de succès. Ou pas. Ce qui lui permet de suivre un plan de construction d'une intrigue pour arriver aux bijoux qu'ils sont quand ils sortent enfin. J'ai pris tout mon temps pour le lire, autant vous dire que c'est vraiment un très très gros pavé et que je voulais bien comprendre et m'approprier tous les principes qui étaient développés dans le livre. Ce n'est pas forcément évident au départ, vu le nombre de références et explications apportées, mais pour apprendre à écrire ou en tout cas se former sur l'écriture, je trouve que c'est déjà un très bon début. Ensuite, je me suis intéressée à mon cahier d'écrivain, Commencer et finir un roman en 10 étapes de Mélanie Bigot aux éditions Debug Supérieur. Comme son nom l'indique, c'est un cahier d'exercice d'écriture pour nous permettre, étape par étape, de trouver une bonne idée, créer des personnages réalistes, planifier son roman, bien écrire son incipit, le début d'un roman, entre autres. Bref, tout ce qui va nous servir à écrire notre premier jet avant d'envisager sa réécriture. Le premier jet, c'est une sorte de brouillon de notre histoire que l'on va jeter sur le papier. On écrit notre récit comme il nous vient, après avoir construit nos personnages, l'intrigue et le plan, et c'est seulement après, quand il sera fini, et après une bonne petite pause, histoire de l'oublier un petit peu sans trop l'oublier, mais surtout pour pouvoir le relire avec un regard neuf, afin de pouvoir vraiment voir les défauts qu'il a et le retravailler. Parce qu'on part d'une pierre
brut que l'on va tailler encore et encore pour en obtenir le plus beau diamant qui soit. Quand on continue dans la chronologie, après le Covid, après ces lectures, de ce que j'ai fait pour me former à l'écriture, nous en arrivons au début de mon nouveau projet d'écriture, un polar fantastique. En partant de ces 2 livres, des podcasts et des newsletters que je suivais, l'idée de mon nouveau roman a commencé à germer. J'ai réfléchi à ce que je voulais avoir comme personnage et j'ai alors imaginé ce que je voulais raconter. Le travail préparatoire de mon récit avait pris place, mes idées prenaient forme. Ce dont j'étais sûre à cet instant, c'est que je voulais parler du fantôme d'un détective privé. Mais comment mettre un fantôme en scène dans un roman ? Car ce personnage est tout de même décédé. Mes premiers questionnements ont débuté, ça a popé, j'y ai réfléchi très sérieusement. Et pour améliorer encore plus ce travail préparatoire, je me suis fait aider par un challenge d'écriture qui a été lancé par Astrid Sterrin. Le premier, c'était en octobre 2022 et le deuxième en avril-mai 2023. Et je me suis également inscrite au sommet du premier roman en juin 2023 qu'elle avait organisé avec d'autres autrices. Donc, qui est Astrid Sterrin ? Alors, elle a une école d'écriture qui s'appelle le Manoir littéraire. C'est une autrice indépendante que j'ai découvert grâce à son école d'écriture. Vous pouvez la retrouver sur Internet par le Manoir littéraire ou sur la chaîne YouTube Astrid Sterrin, tout simplement. Je me suis inscrite à sa newsletter et c'est sur ses pages Instagram, Astrid-8 Sterrin, ou le Manoir littéraire, qui est la page Instagram de son école de formation. En octobre 2022, elle a lancé un salon Discord pour un challenge d'écriture sur 5 jours. Je crois que ça durait vraiment une semaine, du lundi au vendredi. Et elle nous a partagé dans des lives de nombreuses infos et conseils pour nous aider à écrire notre premier roman. Et c'est là, grâce à tout ça, que j'ai pu commencer à développer un peu plus mon histoire actuelle en me basant sur ces précieux conseils d'écriture. Les choses de mon histoire devenaient un peu plus précises. Je voulais vraiment parler d'un détective fantôme qui aurait été assassiné, franchement, un comble pour un détective de son envergure, et qui serait amené à enquêter sur sa propre mort. Ça, c'était vraiment l'histoire de base que je voulais raconter. Grâce à ce Discord, on a pu échanger avec les autres participants du challenge et Astrid, bien entendu. Et grâce à tous ces échanges, mon récit a pris forme et les questions que je me posais à l'époque ont trouvé quelques réponses. Astrid a relancé ce défi, donc, comme je vous disais, en avril ou mai 2023, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais déjà bien avancé dans mon récit, écrit quelques pages, notamment le prologue qui m'était venu en plein milieu de la nuit. Et oui, je crois qu'un auteur peut avoir des idées lumineuses quand il fait noir. Une fois ce prologue écrit, je commençais vraiment à avoir mon personnage principal et son histoire en tête. Et j'ai partagé tout ça avec les inscrits du challenge et franchement, ça a été une expérience très enrichissante pour moi. Puis en juin 2023, Astrid Sterrin et d'autres autrices ont lancé le sommet du premier roman auquel j'ai pu participer et où j'ai eu accès aux conseils d'Astrid, mais pas que. On a tout d'abord eu une interview, je dirais plutôt un live, ouais, on va dire ça, un live où on pouvait poser des questions en direct, qui était mené par Anaëlle Chaudet, sur comment structurer son histoire pour qu'elle soit captivante. Donc vous pouvez retrouver Anaëlle Chaudet sur son site internet Bleu Charrette et Crocodile et sur la page Instagram du même nom, Anaëlle Chaudet. Je vous mettrai tout dans la barre de description, donc ne vous inquiétez pas pour les orthographes, les écritures, vous aurez toutes les infos qu'il faut. Ensuite, nous avons pu assister à un live de Ingrid Lemaire sur comment rester motivé jusqu'au point final. Donc Ingrid Lemaire, elle anime le podcast Le Café des auteurs et elle a un site internet pareil de formation qui s'appelle J'écris un roman. Ensuite, nous avons pu travailler sur comment s'organiser pour écrire. C'est un live qui était préparé par Mariek Poula, que vous pouvez retrouver sur son site internet Mécanisme d'Histoire. Nous avons ensuite pu avoir une table ronde sur maison d'édition, auto-édition
ou les deux, où chacune des intervenantes a pu exprimer son avis sur le sujet, ce qui nous a vraiment éclairé sur pas mal de choses. Ensuite, on a eu un live avec Lucille Chaponnet, qui était Créer un univers fascinant. Alors, vous pouvez retrouver Lucille sur sa page Instagram du même nom et le site internet auteur du même nom. Et pour sa formation, il faut aller sur le site de l'Umicat. Ensuite, nous avons travaillé sur cultiver sa créativité pour nourrir ses romans avec Camille Debreuil, que vous pouvez retrouver, elle, sur le podcast, un podcast sur les crimes oubliés. Elle nous a, lors de ce live, partagé tout un tas de conseils de communication et de marketing pour pouvoir cultiver sa créativité et en même temps pouvoir communiquer sur nos livres, etc. On a assisté ensuite à comment avoir un style immersif avec Astrid Sterrin. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la retrouver sur sa page Instagram Astrid Sterrin ou sur son école Le Manoir Littéraire. Nous avons ensuite pu avoir beaucoup plus d'infos bien détaillées sur les genres littéraires avec Caterina Tosati. Vous la retrouverez sur sa page Instagram B4-8 Erina et sur son site internet L'Envers des mots. Et ensuite, nous avons abordé, comme je vous dis, on a abordé énormément de sujets et franchement, ça a été une expérience très intéressante. Et on a eu un live aussi avec Jupiter Phaeton pour autopublier son livre. Donc Jupiter Phaeton, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une autrice indépendante française qui a un succès énorme et qui avait à l'époque un podcast qui s'appelait Métier écrivain. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux épisodes à aujourd'hui, mais vous pouvez déjà écouter tous les anciens épisodes. Je suis sûre que vous y trouverez tout plein de réponses sur les questions que vous pouvez éventuellement vous poser. Et on a également assisté en dernier live à Comment faire vibrer vos lecteurs avec Charlie November, que vous pouvez retrouver sur son site internet du même nom. Je vous laisse découvrir toutes ces formidables intervenantes et leurs précieux conseils. Je ne peux que les remercier pour le temps qu'elles nous ont accordé pour nous conseiller et répondre à toutes nos questions. Cet échange, ces lives, on avait même un Discord où on a pu échanger avec les intervenantes comme avec tous les participants du live. Enfin, toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Et franchement, c'est une expérience mémorable de pouvoir partager sur une passion commune, de parler de livres, d'écriture et d'avoir la possibilité de poser des questions en direct à toutes les intervenantes. Ça a été vraiment une expérience formidable. Et tout ce que je retiens de toute cette partie formation et challenge que j'ai fait en 2022-2023, c'est que mon récit était lancé avec tous ces précieux conseils. Toutes les formations que j'avais suivies jusque-là, tous les podcasts que j'avais écoutés, toutes les newsletters que j'avais lues, mes personnages se sont construits au fur et à mesure que j'ai pu le faire entre 2022 et 2023. Leur histoire s'est tissée autour d'une intrigue qui a pris son temps pour se former, mais une fois que j'avais tout balisé, je pouvais enfin commencer à écrire. Et à aujourd'hui, franchement, j'ai bien avancé, j'arrive à la fin de mon texte, de mon histoire de détective fantôme. C'est un peu bizarre comme sensation de se dire que mon premier jet est bientôt fini. Là, j'en arrive à la scène quasi finale de ce qu'on appelle le climax, la rencontre entre le méchant et le gentil, on va dire, et le combat final qu'il va y avoir entre les deux pour pouvoir faire la fin du récit. J'avoue que je procrastine un petit peu ces derniers temps parce que j'ai un petit peu de mal à me dire que je vais quitter mes personnages, que je raconte la fin de leur histoire. Tout ça, c'est un peu particulier, donc je prends mon temps pour finir cette histoire et qu'ils aient une très belle fin. Bien entendu, il y aura de la relecture après où je vais pouvoir retravailler tout ça, mais là, mon récit a vraiment avancé et depuis 4 ans que j'apprends à écrire, que je fais des ateliers, que je fais des formations, je trouve que mon écriture s'est vachement améliorée et j'apprécie vraiment de pouvoir avoir vécu tout ça. Dans le prochain épisode, côté écriture, je vous parlerai de l'Institut des carrières littéraires, ou
Licare, L-I-C-A-R-E-S, créé par Lucie Castel et Johanna Vogel. Je vous parlerai de la formation Devenir écrivain projet best-seller, dont je rêvais depuis des années et que j'ai découvert grâce à leur podcast. Alors restez connectés pour avoir mon retour d'expérience. Nous voilà enfin arrivés à la 3e partie, la chronique, mais pas que. Tout d'abord, en début mars, j'ai assisté aux journées de la BD à Céris, qui est un petit salon où se sont retrouvés de nombreux illustrateurs et auteurs de BD. J'ai fait un petit passage par la librairie qui était positionnée sur cette journée-là. J'ai fait un craquage en bonne et due forme. J'y ai passé un super moment. J'ai rencontré de formidables personnes avec qui j'ai pu échanger et avoir des dédicaces. Donc voici la liste de mes trouvailles et mon avis lecture pour chacune. Car oui, à peine acheté, les BD étaient lus. Alors commençons par la première BD que j'ai lue. Elle s'appelle Les Royaumes muets. Les auteurs-dessinateurs sont Séverine Gauthier et Jérémy Almanza. J'ai craqué rien qu'en regardant la couverture. Dans le style gothique Tim Burton, c'était déjà gagné. Sur la 4e de couverture, cela commence par la première phrase de la BD que je vais vous donner. Je connais la mort, je l'ai rencontrée l'année de mes 12 ans. Elle est différente de ce qu'on en dit généralement, plus froide, plus sombre et voleuse. Rien que là, entre la couverture gothique et la 4e de couverture, je ne pouvais que craquer sur cette BD. Et en lisant le petit résumé, le tour était joué. Voici donc le résumé des Royaumes muets. Après la visite inattendue de 2 squelettes collecteurs de Dernier Soupir, Perséphone et son voisin Victor, récemment décédé, sont entraînés dans une course effrénée contre le temps à travers les Royaumes muets sur lesquels règne la mort elle-même. Comment ne pas craquer ? Voilà, ça faisait 3 points. La couverture, la 4e de couverture, le résumé, c'était gagné. D'entrée de jeu, je ne pouvais que craquer. J'ai donc adoré l'ambiance, les dessins, l'intrigue, les personnages. Il y a plusieurs citations, toutes venant illustrer la partie du texte concernée, et ça nous met tout de suite dans l'ambiance avant de commencer la partie. C'est une ambiance sombre, mais légère, dès la première page. Malgré le sujet de la mort qui est abordé, on suit les aventures de ces personnages avec beaucoup de plaisir et on se balade avec eux sans crainte dans ces royaumes muets. J'ai ensuite craqué pour le tome 1 de la série Le Grimoire d'Elphie, titre L'île presque, de Christophe Arleston, Audrey Holwett, les auteurs, et Minnie Ludwin, l'illustratrice. C'est une BD dont j'avais pas mal entendu parler et le résumé m'avait beaucoup plu. Il ne me manquait plus que l'occasion de l'acheter. Donc voici la 4e de couverture. Depuis la mort de leur mère, Elphie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence. Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elphie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Un récit tendre et aventureux, balançant entre mystère et charme des petites choses du quotidien. Mon avis, j'ai adoré me plonger dans cette ambiance légère et agréable d'un séjour en bord de mer. Les 3 jeunes filles sont toutes différentes et très attachantes. On a une petite enquête, de belles illustrations, de l'originalité avec le bus librairie et de la magie. Que demander de plus pour se plonger avec plaisir dans leur histoire ? Franchement, je crois que là, tout est gagné. Et j'ai rencontré Minnie Ludwin, l'illustratrice, qui m'a fait une très belle dédicace avec un très beau dessin. Et cette dédicace vraiment très personnelle, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et je ne la remercierai jamais assez de me l'avoir faite. J'ai également pris un livre, parce qu'il n'y avait pas que des BD sur ce salon. Et comme l'illustratrice était présente, j'en ai profité. Après avoir entendu parler très positivement sur les chaînes Booktube que je suis, j'ai eu envie de découvrir cette histoire qui mêle magie et chat. Je ne sais pas si vous avez deviné le titre, mais vous inquiétez pas, je vais vous le donner. On me l'a vendu comme un Harry Potter avec des chats. Alors comment résister ? Ok, je suis faible, très faible, mais j'assume. Pas mon banquier, en revanche, mais bon, vous allez me dire, c'est pas grave, du moment qu'on se fait plaisir. Alors c'est quoi ce livre ? Dis-moi tout, je vais tout vous dire, ne vous inquiétez pas. Donc le livre concerné est le suivant.
Attendez, je prends une gorgée de mon cappuccino parce que je parle, mais je me déshydrate aussi. Petite note, comment bien ménager son suspense, ça y est, j'y arrive. Bon allez, j'arrête avec le suspense. Donc ici, nous allons parler du premier tome de la série Le Manoir de Castelcats, l'automne des aspirants d'Alain T. Puysegur. Donc voici le résumé. Qui a dit que les chats ne pouvaient pas faire de magie ? Suivez les premières aventures de Kovan, Bruin, Lexios et Serenia et découvrez avec eux les secrets du manoir de Castelcats. Comme vous vous en doutez, il a déjà rejoint ma palle et vous aurez mon avis quand le hasard le choisira comme lecture, alors restez connectés. À la fin du mois de mars, j'ai également pu assister au Salon du Fantastique et de la Japan Party qui se tenait entre le 30 mars et le 1er avril au Parc Floral de Paris. Nous y sommes allés en famille le samedi et nous avons passé bien une bonne demi-journée à fureter entre les différents stands. Nous y avons trouvé de tout. Des produits artisanaux médiévaux, comme des produits kawaii, japonisants, etc. De l'elfe, des fées, des personnages de manga, des cosplays, des jeux vidéo. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et certaines illustrations sortent vraiment du lot. Nous y avons également rencontré de formidables auteurs, disponibles et tellement agréables avec qui discuter littérature. Et bien entendu, vous vous doutez qu'on a craqué. Bah oui, comment résister à de si belles choses qui donnent à notre imagination tous les chemins possibles pour s'envoler ? J'avais fait celui de l'année dernière et j'avais trouvé l'ambiance si formidable que nous avons rempilé pour cette 11e édition. Le temps était moins agréable qu'en 2023, mais la queue a été bien moins longue à subir sous la pluie. Peut-être une meilleure organisation, mais pas entre les stands. Toujours aussi difficile d'être sûr de n'avoir rien raté, les allées n'étant pas toutes rangées dans le même sens. Vous allez me dire, mais de quoi qu'elle parle ? Alors, vous inquiétez pas, en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas aligné droit comme les rayons du supermarché. C'est plutôt des zones de stands dont certaines allées sont un petit peu décalées, si bien qu'on ne suit pas une ligne droite mais plutôt un chemin labyrinthique. J'espère que cette image vous aide à visualiser la difficulté qu'on a eue à être sûr d'avoir tout bien vu, mais bref, revenons-en à mon mouton. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait craquer comme ça ? J'y arrive. Tout d'abord, il y a les illustrations et les beaux objets artisanaux. Ensuite, il y a les cosplays. D'ailleurs, rien que pour ça, ça vaut le détour. Les cosplayers ne manquent pas d'imagination et de pratique pour avoir de magnifiques costumes. Et que serait un RER ou un métro sans son lot de renards, de princesses, de super-héros ou d'autres personnages côtoyant les usagers dans les rames ? Rien que pour ça, ça met du soleil dans nos vies. Croiser un renard qui se tient à la barre du métro, c'est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, bien sûr, il y a les livres et leurs auteurs. J'y ai vu de très beaux livres, de belles couvertures et des histoires toutes plus sympathiques que les unes que les autres. Mais j'ai dû très sérieusement résister, prendre sur moi pour ne pas tout acheter, et c'est dur, croyez-moi. Mais j'y suis plus ou moins arrivée. Mon fils aîné, lui, a craqué sur une pochette surprise sur le thème d'Harry Potter. Pour quelques euros, il a récupéré une jolie tasse, une figure d'Hermione et 2 porte-clés, la baguette de Suro et une fiole de Félix Félicis. Mon fils cadet, lui, a craqué sur un stand de nourriture asiatique. Et moi, j'ai plutôt craqué sur une petite collection de marque-pages, une montre à gousset et 2 livres. Comme vous vous en doutez, les 2 livres ont déjà rejoint ma palle mystère, dont je vous en parlerai un peu plus en détail lorsque le hasard les choisira comme prochaine lecture, mais je peux déjà vous donner un aperçu des 2 livres que j'ai pris. Le premier livre, c'est le Mystère Crimor, tome 1, Combustion, Initiation, qui est le premier tome d'une saga fantastique et policière de Julien Destré. L'auteur nous a fait un super pitch de son roman, qui a tellement plu à mon fils cadet qu'il nous a assuré, mon fils, que lui qui n'aimait pas lire, il le lirait. Alors comment résister après ça ? Voici le résumé. 6 mai 1981. Un menhir apparaît soudainement dans le paisible village de Crimor. Malgré les efforts des habitants pour étouffer l'affaire, la situation dégénère et de nouvelles pierres envahissent les rues. Des années plus tard, Cynthia et Boris Ince emménagent avec leurs enfants, Gwendoline et Thomas. Les villageois pensent avoir trouvé en eux les coupables idéaux et les accusent d'invoquer la venue des mégalithes. En pleine tourmente, la famille Ince reçoit alors une visite qui va changer leur vie. Pourquoi Anna Aouti, directrice d'un prestigieux hôtel, vient-elle frapper à leur porte ?
Une malédiction semble menacer l'ordre du monde et une île est sur le point de s'enfoncer dans les abîmes. Mais quel est le lien avec Crimor ? Entre guerre de pouvoir, attentats et naufrage inexpliqué, une chose est certaine, de lourds secrets vont être enfin dévoilés. Vous pouvez retrouver le site officiel du livre et de l'auteur sur www.mystère-crimor.com. L'énigme du triangle maudit vous y attend et si vous souhaitez la résoudre, n'hésitez pas à visiter le site. Parce que oui, il y a une énigme à résoudre. Et franchement, ça donne envie. Le deuxième livre que je me suis procuré lors de ce salon du fantastique, c'est le tome 1 de la série Griffes d'encre, de magie et de sang, de Lucille Chaponnet. C'est l'une des intervenantes du sommet du premier roman dont je vous ai parlé un peu plus haut. Je l'ai rencontrée sur son stand, et quoi de mieux qu'un salon pour découvrir sa plume et avoir une dédicace. Je n'ai donc pas hésité à lui prendre un tome afin de découvrir ses personnages, et ce récit qui m'a vraiment donné envie de le lire. Voici le petit résumé. Jeanne est une mercenaire. Son but, arrêter les créatures qui menacent l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. Pourtant, le jour où elle se fait attaquer par un monstre sanguinaire inconnu, sa vie bascule. Il n'en faut pas plus à la SSFMI, la Société secrète française du monde invisible, pour faire appel à ses agents. Avec l'aide d'un demi-démon et de son collègue au sourire ravageur, Jen doit désormais enquêter sur une série de meurtres. Accompagnée de Grisou, son chat ronchon, et de sa meilleure amie Mail, saura-t-elle élucider ce mystère ? Et surtout, y survivra-t-elle ? Entre monstres sanguinaires, enquête, meurtre et mystère, j'étais conquise. Vous me connaissez depuis un petit moment maintenant, et vous vous doutez que ça, ce sont les mots-clés qui vont vraiment me faire choisir un livre. Donc quand ce sera son tour d'être pioché par le hasard de ma palle mystère, je vous en parlerai bien plus. Si vous êtes toujours là après ce très long épisode, passons à la question du jour. Auteur auto-édité, ou plus joliment appelé auteur indépendant, ou auteur édité en maison d'édition traditionnelle. Pour moi, un auteur reste un auteur. Peu importe comment il s'édite. Le rêve de tout auteur, bien sûr, c'est de se voir dans les rayons en librairie, mais je pense que ce qui compte le plus, c'est de rencontrer, dans tous les sens du terme, son public. Je lis des auteurs indépendants, vous avez pu le voir, je me suis acheté le livre de Lucille Chaponnet, j'ai lu les livres d'Astrid Sterrin, Cité de foudre, Empire d'orage, Potion et trahison, Automates et fiançailles, Le page de l'aurore. Ce sont les titres des livres d'Astrid que j'ai lus et que j'ai bien aimé. Il y a aussi le livre de ma collègue auteure Liv Bonelli, qui est une autrice indépendante. Et personnellement, je vois pas de différence avec des livres édités en maison d'édition traditionnelle. Je prends autant de plaisir à lire les auteurs indépendants que les auteurs édités en maison d'édition. Ce qui compte pour moi, c'est l'histoire. C'est les personnages, c'est la façon dont l'intrigue va être amenée par l'autrice ou l'auteur. Et c'est surtout ça qui compte en fait. C'est le moment de plaisir que je vais prendre à lire. En ce qui me concerne moi, personnellement, je crois qu'en fait j'aimerais bien être une autrice hybride. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça ? Eh bien, c'est lorsque l'auteur mixe l'auto-édition pour certains de ses romans et l'édition traditionnelle pour d'autres titres. C'est un peu comme avoir un nom de plume selon le genre que l'on écrit. D'ailleurs, cela pourrait faire le cadre d'une nouvelle question du jour, ça. Je retiens. J'aimerais pouvoir en fait publier mes histoires jeunesse en maison d'édition, car un livre pour les plus jeunes nécessite d'être en papier et rempli d'illustrations pour rendre le récit beaucoup plus immersif pour eux. Et en même temps, j'aimerais pouvoir auto-éditer mon roman actuel, vous savez, celui du détective fantôme, et pour cela, je me forme, je fais tout ce que je peux pour me former et donner un travail professionnel comme un auteur lambda. Parce que c'est vraiment du travail de pouvoir faire tout ça. Il y a beaucoup de choses à penser, à ne pas oublier. Et de ce que j'ai pu suivre de l'expérience de mes camarades auto-édités, il y a beaucoup de choses à prendre en considération et cela demande une préparation du tonnerre. Mais ce qui ressort surtout, c'est d'avoir le contrôle sur toute la production de notre livre. Alors, redescends sur terre, petite cocotte. Déjà,
Je vais finir mon premier jet. Après, on s'engagera sur la voie de l'édition, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tout arrive à point qui sait attendre. D'ailleurs, sachez que l'ICAR, dont je vous parlais un peu plus haut, a mis également en ligne une nouvelle formation qui s'appelle « Devenir un auteur auto-édité ». Dès que je mets assez d'argent de côté, je me lance à mon tour. J'ai tellement adoré la première formation que je n'ai aucun doute sur celle-ci. Dans tous les cas, restez connectés pour avoir plus d'infos. Vous pouvez également me laisser des commentaires avec vos propres questions, si vous souhaitez qu'on puisse en discuter et en débattre. N'hésitez surtout pas. Et bien voilà, pratiquement 50 minutes d'enregistrement. C'est un long épisode. Désolée, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Entre mes chroniques de lecture, ma chronique d'écriture, ma chronique mais pas que, la petite question du jour, j'avais énormément de choses à dire cette fois-ci. Donc c'est un très long épisode de podcast qui est enfin fini. Soyez rassurés. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être restés jusqu'au bout. Parce que si vous êtes encore là, je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez. Et j'espère que tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui va vous permettre de faire plein de découvertes à votre tour et que toutes les références de livres que je vous ai citées trouveront le chemin de vos bibliothèques. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite. Et si vous le souhaitez, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me suivre sur ma page Instagram, Jess Angel. Merci et à bientôt. Salut!